Si tu passes tes journées à t'inquiéter pour ta santé, si tu analyses la moindre sensation corporelle, le moindre vertige, le moindre picotement et que tu t'inquiètes de ce qui pourrait t'arriver de grave, sache que je comprends exactement ce que tu traverses et que cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te raconter mon parcours avec les crises d'angoisse, avec l'hypocondrie, comment ça a impacté mon quotidien, les peurs que j'ai vécues au quotidien et les stratégies concrètes que j'ai mises en place pour en sortir définitivement. Est-ce que toi, tu as déjà passé tes journées à imaginer les pires scénarios ? AVC, sclérose en plaques, cancer et j'en passe. Est-ce que tu es déjà passé par là ? Il y a une période de ma vie où j'avais peur de tout. Mais quand je te dis tout, c'était la moindre sensation corporelle. Une vision trouble, un mal de tête, un mal de nuque, des tremblements, des fasciculations, des palpitations et j'en passe. La liste serait beaucoup trop longue. Chaque petite douleur, chaque petite sensation devenait un scénario catastrophe. Et j'ai tout imaginé. J'ai pensé à faire un arrêt cardiaque, j'ai pensé vivre un AVC X fois, j'ai pensé avoir un cancer, et tout type de cancer. Ça, c'était le cancer du pancréas, ça a été la leucémie, ça a été, à cause d'un bleu sur le mollet par exemple, une phlébite, des scénarios catastrophes du matin au soir. À la moindre sensation que je ressentais, un scénario catastrophe suivait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au fur et à mesure du temps et des sensations qui se déplaçaient dans mon corps, de nouveaux scénarios arrivaient. Donc je passais 15 jours à avoir une peur d'avoir un cancer de l'estomac. Au bout de 15 jours, ça s'apaisait. Je me disais, Dieu merci, je suis en train de sortir de ce tunnel. Et en fait, non, une nouvelle sensation arrivait et une nouvelle angoisse, une nouvelle peur, un nouveau scénario catastrophe arrivait avec. Et en plus de cette anxiété liée à la santé, j'étais aussi sujette aux crises d'angoisse. Donc j'étais vraiment happée par la peur du matin au soir. Mon cerveau, il amplifiait tout, j'étais en alerte permanente. Alors bien sûr, ça a eu un impact sur ma vie, des conséquences hyper importantes sur mon quotidien. D'abord, j'ai eu des arrêts maladie à répétition. Parce que j'étais en incapacité de me rendre au travail. J'étais vraiment angoissée. J'étais tétanisée par la peur. Une impossibilité de faire des déplacements avec mes collègues. J'avais peur de mes réactions, de mes peurs, de mon corps. Je pouvais même plus profiter des moments simples en famille. J'étais là, mais en fait, j'étais là que physiquement. C'est-à-dire que j'étais là, mon corps était là, physiquement j'étais présente, mais mes pensées étaient ailleurs, j'avais peur. Et si j'avais un cancer ? Et si j'étais plus là demain ? Et si, en permanence toute la journée. Donc j'étais là, mais j'étais là juste physiquement. Et quand j'y pense aujourd'hui, mais j'ai raté tellement de moments dans ma vie, tellement d'anniversaires, tellement d'événements, tellement de choses importantes. Et ces choses importantes, je pourrais jamais les rattraper aujourd'hui. Bien sûr que je vais mieux et bien sûr que j'ai envie de vivre pour 10 personnes parce que j'ai été trop longtemps handicapée. Mais les moments que j'ai ratés, je ne pourrais pas les rattraper. Et à cette époque-là, ça a créé une énorme frustration et un sentiment de rater ma vie, un sentiment de passer à côté de ma vie. Je voyais mes amis, ma famille passer du bon temps, voyager, s'amuser, profiter du moment présent, être heureuse. Et en plus, j'avais cette culpabilité en plus parce que je me disais, mais je comprends pas, en fait, j'ai tout pour être heureuse. Je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, j'ai le job de mes rêves, je vis dans une ville super cool où je me sens super bien, j'avais vraiment trouvé mes marques. J'habitais Lausanne, dans un coin super sympa, au bord du lac. C'était vraiment, pour moi, c'était le Graal. J'étais au top du top. Et du coup, j'avais ce sentiment de culpabilité de me dire, mais en fait, j'ai pas le droit d'être malheureuse. Et plus je me mettais de la pression comme ça, à me dire, j'ai pas le droit en fait. Il y a plein de gens qui sont vraiment malheureux. Et moi, je suis là et je m'inquiète pour des choses qui sont pas vraiment là. Mais pourtant, moi, je suis convaincue qu'elles sont là. Enfin voilà, c'était un cercle infernal, un cercle vicieux, un cercle sans fin. Et en parallèle de tout ça, là, aujourd'hui, je suis là, je t'en parle, enfin, c'est ok, ça fait partie de moi, je l'assume pleinement, c'est ok. Mais à cette époque-là, ça se passait pas du tout comme ça. Il y avait le poids du silence. C'est-à-dire que je n'en parlais à personne de ce que je traversais. C'était vraiment quelque chose de tabou. Je voyais ça comme une faiblesse. Et je n'en parlais pas par peur de paraître faible. D'ailleurs, l'une de mes seules confidentes,
C'était ma sœur en fait. Et si c'était ma sœur, c'est parce qu'elle avait vécu ça et qu'elle savait pertinemment ce que je vivais. Elle comprenait chaque sensation, elle comprenait chaque mouvement corporel, chaque peur. Et pour elle, ça avait déjà signifié quelque chose de réel. Mais au-delà de ça, j'en ai jamais parlé à personne. Ni au travail, ni dans mes amis, dans mes copains, dans mes copines. J'en parlais à personne. Parce que j'avais peur, parce que j'avais honte, parce que je voulais pas paraître faible. Et c'est terrible à dire, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Oui, Instagram, ça venait d'arriver, Facebook était là, mais la santé mentale n'était pas démocratisée comme elle l'est aujourd'hui, et on ne parlait pas d'anxiété liée à la santé. C'est un sujet qui n'existait pas à cette époque. Quand je dis qu'il n'existait pas, bien sûr qu'il existait au sens propre, mais c'est pas un sujet qui était démocratisé comme il l'est aujourd'hui. Et du coup, je me suis sentie hyper seule à cette époque. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Donc j'en parlais pas par peur d'être faible, et c'était un cercle vicieux parce que le fait de pas en parler, ça m'isolait complètement. Et du coup, j'ai eu plein de moments où j'ai eu ce sentiment de solitude, alors que j'aurais pu en parler. Je me souviens d'un déplacement, j'étais en congrès avec une collègue extrêmement ouverte, etc. Et en fait, j'ai pas osé lui parler de mes peurs, etc. Et j'ai quitté le congrès littéralement. Alors que je suis convaincue que si j'en avais parlé, je me serais sentie moins seule. J'aurais pu peut-être ce soir-là, ce jour-là, j'aurais pu peut-être dépasser ma peur et dire je vais dépasser ça, et même si c'est pas facile, je vais rester. Pour ne pas indiquer à mon cerveau qu'il y a un danger ici. Et ben non, je ne l'ai pas fait, j'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour moi, je me suis isolée, je me suis enfermée dans ma peur. Je me souviens aussi d'un week-end que j'attendais depuis hyper longtemps, où je me réjouissais de partager ce moment avec mes copines, etc. Et il y a un symptôme qui s'est présenté, un symptôme qui m'a fait extrêmement peur la veille du week-end. Et j'étais complètement paralysée, j'étais tétanisée. J'étais persuadée d'avoir quelque chose de grave, mais surtout j'étais terrassée par la honte d'admettre ce que je traversais, d'en parler à mes proches, à mes copines, de leur expliquer pourquoi je me sentais pas capable d'aller avec elle en week-end en fait. Donc j'ai préféré annuler et je me suis isolée une fois de plus quoi. Et à force de vivre ces symptômes, ces peurs, peur des maladies, mais aussi d'autres peurs type crise d'angoisse, peur de m'évanouir, peur de perdre connaissance, peur de faire une crise cardiaque, etc. À force de vivre tous ces symptômes, toutes ces sensations, j'ai fini par comprendre une chose, c'est que tous ces symptômes en fait ne me définissaient pas. C'était un état d'être, c'était pas moi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que les crises d'angoisse, que l'hypocondrie, l'anxiété liée à la santé, etc., que tout ça, ça me définissait pas, mais en fait, c'était des signaux, c'était simplement des indicateurs. Et à ce moment-là, je les ai plus vus comme des ennemis. Alors mon problème, il s'est pas réglé du jour au lendemain, ça c'est certain. Mais quand je ressentais un symptôme, c'était pas mon Dieu, il faut que je fuis, que je m'en aille. Je voulais presque sortir de mon corps parce que je pouvais plus supporter ce corps qui me faisait si peur. Et là, j'ai déjà pris une première décision qui a énormément changé ma vie, c'est que les angoisses, les crises d'angoisse, l'anxiété liée à la santé, ça n'allait plus jamais me dicter ma vie. Alors, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que je n'allais plus rien annuler pour cause d'anxiété. De toute façon, j'avais peur en permanence de mourir. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose de grave, j'avais peur d'être malade. Donc, de toute façon, mourir ici ou ailleurs, j'en étais rendue là en fait. J'en étais rendue là, c'était que j'étais tellement au bout de ma vie de vivre comme ça en permanence, d'avoir tout le temps peur, tout le temps, que je me disais, mais de toute façon, mourir dans un avion ou chez moi, finalement, quelle différence ça fait ? J'en étais là. Et je me suis dit, de toute façon, vie pourrie pour vie pourrie, autant avoir une vie pourrie au soleil, quoi. Et ne plus annuler mes vacances et profiter de ma vie, ou en tout cas essayer d'en profiter. Et alors à ce moment-là, j'ai commencé à observer mes pensées en fait, comme si je sortais de moi-même pour prendre la distance et observer mes pensées, observer mes sensations corporelles, mais sans mettre tout mon focus dessus. C'est-à-dire juste reconnaître qu'elles étaient là et de me dire « Ok, ça je connais, je sais que c'est de l'anxiété, ça je connais, je sais que c'est des angoisses, mais moi aujourd'hui je décide de poser mon focus ailleurs. » Alors attention, c'est pas parce que je dis je pose mon focus ailleurs que hop, tout s'envole, tout. Non, la peur elle est toujours là, la sensation et le symptôme sont toujours là, mais moi, Mina, je décide délibérément de poser mon attention ailleurs. Ça veut dire que même si c'est là,
Et en fait, quand je dis ailleurs, ça veut dire que je vais par exemple, je sais pas moi, faire mon coloriage pour adultes, malgré la présence de cette peur, malgré la présence de symptômes. J'ai décidé que j'allais finir mon coloriage. J'ai décidé que je voulais pas poser mon attention là-dessus, donc je vais me lever et puis je vais aller ranger mon lave-vaisselle. Et je vais ranger mon lave-vaisselle et je vais essayer de le faire en conscience. Et même si cette présence, ce symptôme est présent, même si cette pensée est présente, malgré sa présence, je vais poursuivre mes activités. Et ça, quand j'ai commencé à faire ça, alors je dis pas que ça a fonctionné à 100% tout de suite, peut-être à 1%, puis 2%, puis 5%. Et quand tu commences à arriver à 15-20% et que tu vois que, il y a des résultats, je vais poursuivre ça. Je vais continuer avec la pleine conscience dans mon quotidien. Et que tu vas voir que parfois, mais j'ai oublié. J'ai réussi à oublier le symptôme pendant 10 minutes, donc c'est possible, donc ça existe. En fait, quand tu fais ça, tu es en train d'inverser les mécanismes de ton anxiété. Tu es en train d'inverser les mécanismes que tu as mis en place depuis peut-être 5, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20 ans, je ne sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, ces mécanismes, ils sont venus à un moment donné de ta vie où tu en avais besoin. C'était pour te protéger. Cette anxiété, elle n'est pas arrivée comme ça, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est un mécanisme de protection qui s'est mis en place probablement à une période de ta vie où tu en avais besoin. Peut-être que tu étais une petite fille, peut-être que tu étais un petit garçon. Quoi qu'il arrive, personne n'a une vie lisse. D'accord ? Tout le monde a traversé des choses, des traumas, des difficultés, des émotions difficiles. Et l'anxiété, quand elle se présente, souvent, c'est simplement un mécanisme de protection. Donc là, quand tu vas faire ce travail de pleine conscience que je t'expliquais avant, tu vas commencer à baisser. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin de cette anxiété, d'accord ? Donc les mécanismes, l'idée, c'est d'aller les inverser et de dire, je veux me libérer de ça. Et ton cerveau, il apprend que de deux façons. Il apprend à travers tes actions et tes comportements. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour aller reprogrammer les mécanismes de ton anxiété ? C'est comme ça qu'il va apprendre. Il va jamais apprendre dans les livres, en analyse ou quoi que ce soit. Oui, l'analyse, ça fait du bien. Oui, aller voir une psy, ça va te faire du bien. Tu vas parler, tu vas vider ton sac, tu vas vider ton cœur, tu vas peut-être comprendre des choses. Mais ce qui est important pour te libérer définitivement de ton anxiété, c'est pas la compréhension. C'est l'action. C'est par l'action et par le comportement que tu vas te libérer de façon définitive de cette anxiété qui te plombe ton quotidien. Ok ? Donc là, je t'ai parlé de cet exercice de redirection qui est extrêmement puissant, mais qui demande aussi beaucoup d'entraînement, parce qu'il va être soumis à la loi de la répétition. Plus tu vas le mettre en œuvre et plus il va être efficace. Au début, ça marche pas. Donc la différence entre celui qui va aller mieux et celui qui va lâcher l'affaire, c'est que celui qui lâche l'affaire, il n'aura pas mis en œuvre les actions et les comportements pour reprogrammer le mécanisme d'anxiété qui est soumis à la loi de la répétition, je le répète. Donc, la différence entre celui qui y arrive et celui qui n'y arrive pas, c'est celui qui y arrive, il n'a pas abandonné, tout simplement. C'est aussi bête que ça, tu vois. Autre point indispensable, cesse de te juger. Et je le vois dans Total Reset, je le vois tous les jours avec mes clients et mes clientes. Tous les jours, je le vois. La majeure partie des personnes que j'accompagne sont des personnes perfectionnistes, des personnes qui veulent toujours l'excellence, qui veulent toujours... Mais avant d'arriver à l'excellence dans un domaine, on a travaillé, ça vient pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois bienveillant envers toi-même, ok ? Que tu ne te juges pas. Ok, que tu prennes le temps de mettre en place les choses. Ok, on n'est pas dans la perfection ici, on est dans la progression. Si tu cherches la perfection au jour 1, tu vas te casser la figure et tu vas abandonner. Ce qu'on cherche, c'est la progression. Même si tu as fait un tout petit pas en avant, valorise-le, félicite-toi. Bienveillance, compassion envers toi-même, ce sont vraiment des maîtres mots pour te permettre d'aller plus loin, d'aller te libérer, d'aller avancer sur ce chemin de guérison. Alors, quand je te parle d'activité de pleine conscience ou de refocus sur l'instant présent, bien évidemment que chaque personne est différente. Tout à l'heure, je te parlais de coloriage, parce que moi, le coloriage, ça m'allait bien. Ça me permet de remplir des petites cases, de laisser le moins de blanc possible et d'aller focus mon attention ailleurs, ok ? Mais en fonction de ta personnalité, ça va peut-être être autre chose. Peut-être que toi, tu voudras aller faire une marche rapide, promener ton chien, aller courir, faire du ménage à fond. Peut-être que tu voudras
voudras lire, parce que toi, tu arrives à lire même quand tu as une sensation corporelle qui t'embête. Moi, j'étais incapable de concentration dans ces moments-là. On est tous différents. D'ailleurs, mets-moi en commentaire justement ce que tu arrives à faire, ce qui te fait du bien dans ces moments-là. Je suis très curieuse de savoir, puisque je sais qu'on est tous différents les uns des autres. Donc, s'il y a une activité qui t'apaise quand tu ressens de l'anxiété, viens me mettre en commentaire, c'est le moment justement qu'on puisse échanger et que tu me dises qu'est-ce que tu fais toi dans ces moments-là. Et alors tout ce chemin m'a conduite à écrire un livre. Alors ce livre, c'est pas une solution miracle, je te le dis tout de suite, mais c'est un vrai compagnon de route pour toutes celles et ceux qui vivent ce que j'ai vécu. Ce livre, il s'appelle « Les chroniques d'une hypocondriaque, comprendre, rire, guérir ». Et dans ce livre, je te partage plein d'anecdotes. Il s'agit vraiment d'un récit réel, d'histoires que j'ai vraiment vécues, qui sont tirées de mon parcours avec des exercices, des choses à mettre en place dans ton quotidien pour commencer peu à peu à travailler, à avancer sur ce chemin de guérison. Avec des stratégies pour comprendre et gérer les crises d'angoisse et l'hypocondrie. Donc si tu te reconnais dans tout ce que je raconte, ce livre pourrait être un très bon compagnon pour toi. Je te mets le lien en barre d'infos. Donc la première chose dont il faut que tu te rappelles impérativement, c'est que les crises d'angoisse, l'hypocondrie, ça ne te définit pas. D'accord ? C'est un état d'être, ça ne fait pas partie de toi. Ensuite, chaque petit pas que tu fais compte. Chaque petit pas est une victoire, ok ? Chaque moment où tu décides de poser ton attention ailleurs et de ne pas te laisser submerger, c'est une réussite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner, à aller liker pour me donner un petit peu de force et m'encourager à continuer. Merci d'avoir pris ce petit temps pour toi. Tu n'es pas seul. Tu peux guérir et avancer pas à pas. Je sais exactement ce que tu ressens. Même au cœur de l'angoisse, il y a toujours un chemin vers plus de calme et de sérénité. Et je vais te montrer comment le trouver. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans l'intervalle, prends grand soin de toi et de tes pensées. À très vite.